Science. Bonjour et bienvenue dans ce Stop Science consacré aujourd'hui au terrifiant gaz de schiste. Pourquoi terrifiant ? Parce que tout le monde en a peur, alors que ça doit être super effrayant un gaz de schiste, non ? On va peut-être déjà commencer par dire ce que c'est un gaz de schiste avant de le qualifier d'effrayant, hein ? Dans gaz de schiste, il y a schiste, c'est-à-dire une roche qui se débite en feuillet comme de l'ardoise. Et il y a gaz, un gaz combustible que l'on trouve à grande profondeur dans le sous-sol, issu d'un processus géologique complexe. Le gaz de schiste est donc un gaz naturel comme le méthane. En fait, il s'agit même d'un hydrocarbure, un combustible fossile au même titre que le charbon, le pétrole ou le bitume. Cela fait très longtemps qu'on recherche des hydrocarbures en France, mais les quelques gisements découverts n'ont pas permis une exploitation suffisamment rentable sur la longueur. Par contre, on pourrait trouver du gaz de schiste en belle quantité dans les gisements de charbon du Nord-Pas-de-Calais, en Lorraine ou autour de Saint-Étienne. Là, il y a 320 millions d'années, s'étendait une forêt marécageuse immense de prêles, de fougères arborescentes, parcourue d'insectes et d'autres bestioles géantes, ainsi que des tout premiers amphibiens. Les cycles d'inondations régulières et de recouvrement de ces marécages et forêts par du sable, puis leur régénération après chaque submersion, sans cesse, pendant des millions d'années, ont conduit à la formation de filons de roches très riches en carbone, les veines de charbon, qui furent et sont encore aujourd'hui exploitées par les mineurs de ces régions. La nature même de ces roches, leur richesse en carbone, a même inspiré le nom de la période à laquelle elles se sont formées, le Carbonifère. On trouverait aussi du gaz de schiste dans les marnes noires du Jurassique inférieur, vieilles de 150 millions d'années et qui affleurent surtout dans le Larzac et les Alpes. Mais en fait, ces marnes noires sont représentées partout dans le sous-sol français, en particulier en Touraine, autour de Paris et dans la vallée du Rhône. Elles étaient à l'origine une vase épaisse et puante qui se déposait au fond d'une lagune où barbotaient et mouraient plésiosaures et autres reptiles marins, ainsi que des ammonites et des bélemnites par milliers. L'un des milieux est continental, l'autre est marin. Mais qu'est-ce que ces deux environnements du passé ont en commun pour avoir produit le même gaz de schiste ? C'est leur couleur, le noir, une couleur due à la pourriture et à la décomposition. Bleh. Sous l'action des bactéries, la matière organique principalement végétale, qu'elle soit faite de fougères géantes ou d'algues, va dégager des gaz nauséabonds comme le sulfure d'hydrogène ou le méthane. Et c'est ce dernier qui donnera, après quelques millions d'années passées en sous-sol, notre gaz de schiste. Ouais c'est juste du gaz de matière en décomposition qui est très vieux quoi, c'est exactement comme le gaz naturel, faut creuser pour en avoir, je vois pas pourquoi on lui donne un nom différent. Alors il y a le gaz naturel qui est gentil, et puis il y a le vilain gaz de schiste qui est méchant. Non mais c'est quoi cette façon de faire des noms différents ? Tout ça pour faire peur aux gens ? Mais non ! La différence avec les autres gaz naturels réside dans le fait que là où les autres hydrocarbures s'échappent naturellement des strates géologiques qui les ont vus naître pour s'envoler vers d'autres cieux ? Non, pour remonter vers une autre roche plus poreuse et donc un peu plus accueillante. Les gaz de schiste, eux, sont contenus dans d'anciennes argiles qui se sont durcies à très grande profondeur. La différence est que cette roche retient le gaz car elle est imperméable. Elle est possessive, la bougresse. Elle ne veut pas laisser partir son petit gaz de schiste et lui laisser vivre sa vie ailleurs, dans une autre strate géologique comme son cousin, le gaz naturel. Du coup, par définition, le gaz de schiste se distingue des autres gaz naturels car il est prisonnier de sa roche-mère, contenu dans des poches qui sont en fait de grosses bulles de gaz. Toi, à part le gaz, y a pas grand-chose qui t'intéresse. Les mineurs du siècle dernier connaissaient bien un certain gaz de schiste qu'ils appelaient le grisou. Creusant les roches du Carbonifère à la lumière de bougies, ils rencontraient parfois une poche de grisou, un gaz de schiste bien évidemment hautement inflammable, et alors c'était le coup de grisou. Badaboum, badaboum. Va pas trop vite, tu veux dire que le gaz de schiste, en fait, ça fait super longtemps qu'on le connaît alors ? Bah oui, au moins 2 siècles, pourquoi ? Bah alors pourquoi on l'exploite pas depuis tout ce temps ? Comment ça se fait qu'on se pose seulement la question que maintenant ? D'une, parce qu'avant on n'avait pas de problème de pénurie de pétrole, et de deux, parce qu'extraire le gaz de schiste retenu des centaines de mètres sous terre, ça demande des efforts techniques qu'on n'était pas capable de fournir à l'époque. Ah oui, la fameuse fracturation hydraulique. Et oui, pour percer les bulles de gaz, il a fallu inventer différentes techniques, et celle qui a été retenue est celle qui consiste à envoyer de l'eau et des additifs sous pression dans les couches de schiste pour fracturer la roche, et ainsi percer les bulles qu'elle contient et libérer le gaz. Alors, si maintenant on sait comment l'exploiter, quel est le problème ? Le problème, c'est que l'eau et les additifs se mélangent en profondeur avec les métaux lourds et les hydrocarbures contenus dans les schistes. Ces polluants risqueraient d'atteindre la nappe phréatique, c'est-à-dire nos réserves d'eau potable, situées plus près de la surface. Quel problème, la nappe phréatique est située plusieurs dizaines de mètres au-dessus. L'eau ne peut pas être contaminée directement. Y a qu'à laisser l'eau polluée au fond, non ?
Ben justement, non, c'est impossible. Le problème c'est qu'au fond, la colonne de terre au-dessus des schistes fait régner une terrible pression, et les polluants, au lieu de rester en bas comme le voudrait la loi de la gravité, sont expulsés et remontent le long du tuyau qui justement traverse la nappe phréatique. Ah, alors il faudrait donc étanchéiser ces tuyaux. Ces tuyaux et faire des bassins, car cette eau il faudrait la stocker puis la dépolluer. Et tout ça coûte cher. En théorie, si toutes ces précautions sont prises et que l'exploitation des gaz de schiste est bien faite, il ne devrait pas y avoir de problème pour l'environnement. À part peut-être l'apparition de quelques dérives dans le paysage, pas beaucoup plus laid que des éoliennes d'ailleurs. Mais bien faire, ça coûte des sous. Et les groupes pétroliers ne sont pas connus pour leur altruisme quand il s'agit de mettre la main à la poche. C'est dommage car notre sous-sol est riche en gaz de schiste et son exploitation permettrait de rééquilibrer un peu la balance commerciale et de créer des emplois nouveaux dans les pays développés. Les gaz de schiste, comme les autres gaz naturels, brûlent aussi beaucoup mieux que le pétrole ou le charbon, et leur combustion plus complète laisse échapper moins de résidus dans l'air, ce qui les rend proportionnellement plus efficaces et moins polluants que les autres hydrocarbures. Enfin, exploiter le gaz de schiste dans un pays développé, c'est autant de gaz de schiste qui ne seront pas exploités ailleurs dans un pays où la législation trop souple ou encore la corruption serait autant d'invitations à la négligence et au laxisme face à la sécurité de l'environnement. Eh oui, rien ne change. En conclusion, la théorie veut que l'exploitation du gaz de schiste par fracturation hydraulique puisse être parfaitement sûre et maîtrisée si elle est bien faite, et elle constituerait alors un coup de pouce non négligeable à l'emploi. Surtout pour les géologues. On pourrait aussi envisager d'exploiter le gaz de schiste autrement, mais les techniques alternatives sont pour l'instant moins efficaces ou encore expérimentales. De la recherche est donc encore à faire dans ce domaine pour les géologues. Ça c'est la théorie, mais en pratique il faut faire les choses dans les règles et proprement, et tant que bien faire ne sera pas rentable, eh bien ce sera pas gagné. En plus, il ne faut pas oublier qu'exploiter les gaz de schiste, ce n'est que perpétrer l'utilisation des hydrocarbures comme source d'énergie primaire, source qui de toute façon finira bien par se tarir. Enfin, même si l'utilisation des gaz de schiste pour se chauffer est toute proportion gardée moins polluante qu'avec du charbon ou du fioul, il n'en reste pas moins que cela demeure une source d'énergie non renouvelable et génératrice de gaz à effet de serre qui accélère donc encore et toujours le réchauffement de notre planète. Se lancer aujourd'hui dans l'exploitation d'un nouvel hydrocarbure, quel qu'il soit, n'est donc certainement pas le plus gentil des gestes à faire pour préserver notre environnement. We fuck the world. We fuck the world. We fuck the children. We fuck the children. We fuck the world, the forest and the sea. So let us do it.